en est... Alors oui, donc comme je disais, j'ai j'ai défini la structure de l'espace-temps de la relativité générale en m'appuyant sur ce qu'on sait déjà de la relativité restreinte parce que la métrique est de même type, mais évidemment, en chaque point, il y a une valeur différente. Hein, donc l'idée, c'est qu'on a un champ de métrique. Hein, c'est vraiment ça. Donc dans l'espace-temps de la relativité, c'était ça, c'était le titre de notre chapitre. On a un champ de métrique. On l'appelle métrique, mais le point clé, c'est que justement, elle n'a aucune raison, cette métrique, d'avoir la même forme en chaque point. Par contre, elle est du même type. Elle est lorentzienne en chaque point. Et par ailleurs, c'est un champ, donc c'est lisse. C'est-à-dire ça varie continuellement. Il ne s'agit pas de... C'est-à-dire, en particulier, les cônes de lumière, c'est-à-dire les régions de l'espace tangent en un point donné qui délimite genre espace, genre temps, genre lumière, ces cônes de lumière varient continuellement au sein de la variété. C'est un champ de vecteurs lisse, un champ de matrice lisse. Hein, ça va de soi. Tout est lisse en physique. Alors, il nous reste donc... voilà, donc on a ce champ de métrique, G, en chaque point. Donc G 2P qui, à deux vecteurs, associe un nombre. À deux vecteurs au point P. Donc tout ça est toujours local, il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas d'identification entre des espaces vectoriels tangents en deux points. On a vu comment les relier le long d'une courbe via le transport parallèle, etc., etc., en passant par le fibré, mais voilà. Alors maintenant, la question, c'est quelle est la bonne métrique pour l'espace-temps? Et la grande découverte d'Einstein, qui était le point de départ de sa réflexion, c'est que la métrique est une structure sur la variété, mais une structure dynamique, c'est-à-dire qu'elle obéit elle-même à des équations. Et alors, c'est toujours dangereux de dire qu'elle évolue dans le temps et dans l'espace, parce qu'en fait, tout est donné. C'est la variété d'espace-temps. Mais donc, les équations disent comment, relie la métrique, le champ de métrique, donc la métrique en chaque point, au contenu matériel de l'univers. Donc l'idée, je ne refais pas tout le raisonnement, qui permet de se dire que les effets gravitationnels pourraient être encodés dans la métrique, c'est-à-dire pourraient être simplement des effets géométriques. Tout ça vient du principe d'équivalence, de l'idée qu'on peut localement annuler le champ de gravitation en se mettant dans le bon référentiel, entre guillemets, c'est-à-dire en se mettant dans un référentiel en chute libre. Auquel cas, dans le référentiel en chute libre, au moins localement, il n'y a plus de force de gravitation. Et donc, d'où l'idée que la gravitation est en fait un effet géométrique, ou en tout cas peut être décrite géométriquement. Et on a revu à la fin du dernier cours que les équations de la gravitation, même de Newton, peuvent être vues comme des équations, les équations de la trajectoire d'une particule dans un champ gravitationnel newtonien, peut être vue comme l'équation d'une géodésique moyennant une certaine métrique qui va bien. C'est-à-dire, vous vous rappelez, l'équation d'une ligne droite, géodésique, x de point i plus gamma ijk x point j, x point k égale 0, avec ici les coefficients de la connexion de Levi-Civita, qui sont reliés à la métrique de la façon dont on a dit, donc liés aux dérivés de la métrique. Cette équation est identique à l'équation de Newton x de point i égale
enfin, égale FI sur M. C'est ça vraiment l'idée, hein, c'est que ça, c'est pareil que ça, c'est-à-dire, je vais mettre comme ça, moins égale 0, dès lors que vous réalisez que ça, c'est 1 fois 1, et que 1, c'est t points, si vous paramétrez par le temps. Donc vous pouvez faire de l'équation de Newton une équation géodésique en choisissant les bons coefficients de la connexion. Et on avait vu que, les coefficients en question donnaient, je sais pas, vous devez l'avoir encore dans vos notes. Voilà, oui. 1, enfin, ça, enfin, oui. Fois 1 fois 1. Et 1, en fait, c'est x.0, en fait. x.0 égale 1. Si x0, c'est le temps. Donc c'est ça, en fait. En se passant dans l'espace-temps, on peut écrire... Enfin, revoyez ce qu'on l'avait fait plus longuement, plus en détail, mais en se plaçant dans l'espace-temps, on peut faire de la trajectoire gravitationnelle newtonienne une géodésique, et donc en fait, l'espace-temps de Newton est un espace-temps courbe qui rend compte de la gravitation de façon parfaitement géométrique. On peut, parce que le principe d'équivalence, il est valable aussi en physique classique, enfin pré-relativiste, c'est-à-dire c'est un fait que dans un référentiel en chute libre, il n'y a plus de gravitation. Donc c'est pas propre à la relativité, simplement ce qu'on avait obtenu ici, alors on l'avait fait ensemble la dernière fois, mais pour que tout ça fonctionne, il faut donc que les coefficients de la connexion soient gamma i00 égale donc moins f divisé par m de la particule. Mais ça, en fait, f est proportionnel à m. Hein. C'est pour ça que ça marche pour toutes les particules. Donc, en fait, si vous voulez, ça c'est le champ gravitationnel I. Voilà. Hein. F, c'est mg divisé par m, c'est g. Donc, il reste... Enfin, c'est un vecteur, toutes ces composantes. Donc, on a ça. Et si on calcule, je l'avais indiqué la dernière fois, si on calcule le tenseur de Riemann, de courbure, et associé à cette connexion, et puis tous les autres nuls, hein, évidemment, hein, sinon il y a des termes en trop là qui ne fonctionnent pas. Si on calcule le tenseur de courbure, puis le tenseur de Ricci, cela nous donne R00 qui vaut donc moins d sur dxi GI, donc GI champ gravitationnel, et ça, c'est exactement, donc ça vous voyez que c'est la divergence de G, c'est moins div de G, et vous vous souvenez l'équation de Poisson pour la gravitation, eh bien vous avez G qui vaut moins gradient de phi, et vous avez donc divergence de G, divergence de G qui vaut 4pi grand G Newton ρ. Hein, et donc vous avez cette équation de Poisson, delta phi égale 4pi G ρ. Enfin, en fait, la divergence de J, ben voilà, c'est celle-ci. Et donc vous avez, il doit y avoir un signe moins quelque part, que je ne me trompe pas. C'est quoi le problème du signe moins? Ah non, non, c'est ça. Le moins, c'est bien celui-là, oui, d'accord. Donc vous avez R00 qui vaut donc 4pi G ρ.
là-dedans, il y a les dérivés de la métrique. D'accord? Là-dedans, il y a des dérivés de la métrique, hein, qui viennent des coefficients de continuité. En fait, il y a des dérivées premières et des dérivées secondes de la métrique là-dedans, dans le tenseur de Riemann, hein, puisque le tenseur de courbure, vous vous rappelez, est donné à partir des dérivées secondes des coefficients de Christoffel. Des coefficients de la connexion. En l'occurrence, c'est la connexion de Levi-Civita, donc on les appelle coefficients de Christoffel. Mais... Donc, ceci est une équation dynamique pour le champ gravitationnel qui serait en fait la métrique elle-même. Ah, pardon, il y a plusieurs G qui ne veulent pas dire la même chose. Ici, c'est le G du G mu. Ici, c'est G du champ gravitationnel. Ah, c'est pour ça que j'avais mis F sur M, mais je mets F sur M, mais ça ne dépend pas de M, d'accord? Il y a le même M en haut, hein, donc voilà. Là, c'est le G du champ gravitationnel. Ah! Ça a l'air de dépendre de M, mais ça n'en dépend pas. Tout est là, justement. C'est le principe d'équivalence. Hein. Bref. Donc ici, vous voyez qu'on a une équation dynamique pour la métrique. Pensez à l'électromagnétisme, où vous avez le champ électromagnétique, en fait le tenseur électromagnétique, dans les équations de Maxwell, dont les dérivés sont donnés en fonction des charges. Vous avez, je ne sais pas moi, div de E égale ρ sur epsilon 0, voilà, par exemple. Alors vous savez, quand on passe en relativiste, on décrit ça plutôt en termes du tenseur électromagnétique. Vous avez vu ça? Oui. Bon, donc vous voyez que les équations dynamiques disent comment le champ réagit à des sources, les sources étant ici la densité de charge électrique ou la densité de courant, et la densité de courant d'ailleurs, hein, ρ de B égale mu0j, même en stationnaire, sinon il faut rajouter les points. Bref, vous connaissez les équations de Maxwell. Donc vous avez des dérivées secondes des champs qui est égale à la source. Dérivée première ou seconde. Et là, en fait, c'est exactement pareil qu'on a là. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'effectivement, la source du champ magnétique, c'est la densité de masse, mais du coup, qu'est-ce que c'est le champ magnétique? J'ai dit magnétique, je voulais dire champ gravitationnel. Excusez-moi, je suis un peu perturbé. J'ai l'esprit dans notre colis qui risque de repartir au Japon d'une minute à l'autre. Et je suis très stressé. Oui, donc le champ gravitationnel, ici, en fait, c'est la métrique qui joue ce rôle-là, du champ gravitationnel. Alors, simplement, si on veut passer dans le cadre relativiste, et quand on a fait la relativité, quand on a vu la relativité restreinte, on sait bien qu'une équation comme ça ne peut pas être une équation fondamentale de la physique à elle seule, parce que, d'abord parce que, c'est une équation, parce que là, on n'a que la composante temporelle d'un tenseur à deux dimensions, et puis de toute façon, donc pourquoi cette, ça c'est dans la direction du temps. Ici le x0 point là, c'est une direction du temps privilégiée. Mais évidemment, Einstein ne peut pas imaginer une seconde qu'il y a une direction du temps privilégiée. Toutes les directions se valent, toutes les directions. Donc ceci ne peut être que la composante temporelle d'un tenseur de dimension 2. Par ailleurs, de toute façon, ce ρ-là, qui est la densité de masse, E égale mc2, masse, énergie, ça c'est pareil. Donc en fait, la vraie source du champ électromagnétique, décidément, la vraie source du champ gravitationnel, ça doit être l'énergie, la densité d'énergie, pas juste la densité de masse. Or, l'énergie, ce n'est que la première composante, la composante temporelle, de la quadri-impulsion, du quadri-vecteur énergie-impulsion. Vous pouvez mettre un sur C, là, si vous préférez, si on veut. Mais, d'une part, et d'autre part, je l'avais aussi dit, ici, on a une densité, mais la densité,
c'est par unité de volume, mais le volume, il y a à nouveau un facteur gamma quand on fait un changement de référentiel. C'est-à-dire, si vous avez des lignes d'univers, vous avez des masses au repos, quelque part, voilà. Voilà, des masses au repos. Alors, au repos, dans un certain référentiel. Je représente leur ligne d'univers comme ça. En réalité, si je me place dans un autre référentiel, avec une orientation... Donc ça, du coup, dans le référentiel des particules au repos, voilà l'orientation du temps des particules. Si je me place dans un autre référentiel avec une orientation temporelle comme ça, d'accord, notre référentiel galiléen, la densité de masse, la densité de particules, dans le référentiel au repos, ça va être le nombre de particules qui traversent l'unité de surface ici. Combien il y en a par unité de surface. Dans un autre référentiel, les mêmes lignes d'univers des particules définissent une densité de masse qui est différente, une densité de particules qui est différente, simplement parce que l'unité de volume est pas... Enfin, disons, le nombre par unité de volume, c'est combien il y a de lignes d'univers qui traversent cette surface-là, et pas celle-là. Cette surface-là, unité. En fait, la surface unité, elle est plus petite. Vous voyez ce que je fais ou pas du tout? Non. OK. Alors, OK. Je voulais aller vite, mais on perd du temps quand on va aller vite. Alors, OK. Je refais un diagramme Minkowski, hein, juste Minkowski standard. X et j'ai des particules au repos dans le référentiel marqué par X et T. Donc voilà les particules. OK. Des particules de masse m au repos dans ce référentiel-là. Quelle est la densité de particules? Eh bien, je prends une longueur unité ici. Alors évidemment, en vrai, d'accord, j'ai des espaces à 2 dimensions et en fait, j'ai des espaces à 3 dimensions. Je ne sais pas les dessiner, mais... Donc, je ramène l'espace à une seule dimension. Donc, la densité de particules, c'est combien il y a de particules par unité, ici, non pas de volume, mais de longueur, du coup, puisque j'ai qu'une dimension. Mais la densité, donc, de particules dans le référentiel bleu, c'est, si ça, c'est une longueur unité, c'est le nombre de particules que j'ai dans la longueur unité. D'accord? Maintenant, vu d'un autre référentiel, pour lequel l'orientation temporelle, c'est ça, et l'orientation spatiale, c'est ça, x', t', ça vous parle? Ouais. Quelle est la densité de particules de la même situation physique? Voilà les lignes d'univers des particules qui existent dans le monde. C'est les lignes vertes. La densité de particules pour le référentiel bleu, si ça, c'est la longueur unité, eh bien, c'est ça. Pour le référentiel rouge, donc j'aurais dû faire... OK. Donc on va dire qu'il y a 3 particules par unité de longueur dans le référentiel vert. Dans le référentiel rouge, les 3 particules, elles sont de là à là. Donc elles sont dans cette longueur-là. J'ai 3 particules par cette longueur-là. Mais cette longueur-là, ce n'est pas la même que celle-là. C'est combien? Ça par rapport à ça? Un facteur gamma. Dans quel sens? Très bien, le facteur gamma. C'est plus grand ou plus petit? Pardon?
Alors, je prends le début de la phrase, c'est plus petit. Le parce qu'il y a un cosinus, je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais parce que cette longueur-là, c'est ça au carré moins ça au carré. Donc effectivement, ça, c'est plus petit que ça. Et effectivement, c'est le facteur gamma. Bref, vous voyez, vous voyez ce dont je voulais parler, je pense maintenant, c'est que une même situation physique des particules qui ont des lignes d'univers, en l'occurrence qui sont au repos dans un certain référentiel, correspondent à des densités de particules, et donc des densités de masse, et donc des densités d'énergie, différentes en fonction du référentiel. Dans le référentiel rouge, cette situation physique, les particules qui ont les lignes d'univers vertes, ont une densité plus grande, puisqu'il y a le même nombre de particules dans moins d'espace, ont une densité plus grande que dans le référentiel bleu. Bon, très bien. Donc ça veut dire que, voilà, donc non seulement l'énergie, c'est que la composante temporelle d'un quadrivecteur énergie-impulsion, mais la densité d'énergie, une densité, c'est que la première composante d'un courant, ρJ. Est-ce que vous avez vu le quadrivecteur densité de courant? Je pense que oui. Vous l'avez vu avec des charges électriques. J et J électrique. Hein, c'est comme ça que vous voyez que, en fait alors il faudrait écrire avec le F menu, mais vous avez ici, c'est un quadrivecteur en fait. Il y a la partie spatiale et la partie temporelle et la partie spatiale. De même que, ça correspond au potentiel électrostatique A et potentiel vecteur V qui forment en fait un quadrivecteur. Tout ça est en fait une quadriforme linéaire, mais tout ça est lié. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, cette densité de masse, qui est identifiée comme étant la source du champ gravitationnel, aussi bien par Newton que par Einstein, mais enfin au départ par Newton, cette densité de masse n'est pas un scalaire de l'espace-temps sur lequel tout le monde se mettrait d'accord. Ce n'est que la composante temporelle d'un quadrivecteur densité flux, mais densité d'un truc qui n'est lui-même que la composante temporelle d'un quadrivecteur énergie-impulsion. Donc vous voyez que c'est pour ça que derrière ça, il y a clairement un tenseur de rang 2. La densité d'énergie n'est que la composante temporelle d'un quadrivecteur densité flux, densité numérique et densité de courant, si vous voulez. Mais la densité elle-même, la densité qui est la densité d'énergie, l'énergie n'est elle-même que la composante temporelle d'un objet quadridimensionnel et énergie-impulsion. Donc en fait, ce ρ, c'est la composante 0, 0 d'un tenseur à deux dimensions. Où vous auriez je vais peut-être les mettre en haut, enfin peu importe, on peut monter et baisser les indices comme on veut avec la métrique, puisqu'on a une métrique. Vous avez T0, 0, T0, 1, T0, 2, T0, 3, puis T1, 0, T2, 0, T3, 0, puis là, disons des TIJ. Ce que vous avez là, c'est, si vous voulez, vous avez ici ρ énergie, puis là, vous avez le flux, le courant d'énergie. Et puis ici, vous avez en fait la Px, enfin, ρx, si vous voulez, vous avez l'énergie, et puis Px, Py, Pz. Je ne sais pas si je peux les mettre en haut ou en bas, peu importe, je vais les mettre en haut comme ça. Mais ça, donc, là, vous avez la composante du quadrivecteur impulsion, enfin de l'impulsion tridimensionnelle. Ici, c'est
la composante du quadrivecteur impulsion, composante temporelle, donc c'est l'énergie. Ici, vous avez Px, Py, Pz, et puis là, vous avez, ça c'est les densités, puis là, vous avez le flux dans la direction x de chacune de ces composantes, le flux dans la direction y, le flux dans la direction z, etc. C'est ça le tenseur énergie-impulsion, en fait. C'est-à-dire que cette densité de masse, c'est que la première composante, cette densité de masse d'énergie, en fait, densité d'énergie, c'est que la composante temporelle, le T00 d'un tenseur de rang 2, qu'on appelle le tenseur énergie-impulsion. Alors, pour être très propre dans la définition du tenseur énergie-impulsion, il faut faire un petit peu plus que ça, mais au départ, en tout cas quand Einstein commence à travailler sur sa relativité générale, qui comprend qu'on peut écrire les effets gravitationnels comme un effet géométrique, etc., et qu'il voit ça, parce que ça c'est Newton, enfin, au moment où Einstein fait ça, le tenseur énergie-impulsion est déjà quelque chose qui est présent dans la physique. Le tenseur énergie-impulsion a déjà été écrit pour l'électromagnétisme, par exemple, a été écrit pour un fluide parfait. C'est des choses... L'idée que, effectivement, donc avant même la relativité restreinte, le tenseur énergie-impulsion du champ électromagnétique était présent. Vous connaissez le vecteur de Poynting en tant que flux, densité de flux d'énergie. C'est exactement ça dont on parle ici. Vous avez des densités d'énergie et des densités de flux d'énergie, de courant d'énergie. Et simplement, l'énergie, c'est que la première composante d'un quadrivecteur avec l'énergie et l'impulsion. Donc vous avez cette idée-là sur chacune des composantes, quoi. Donc ça vous fait un objet géométrique, un tenseur de rang 2. Alors, ce que postule Einstein en 1912, c'est que cette équation n'est que la partie temporelle, enfin la partie 0,0 d'une équation plus générale qui serait simplement, alors je les ai mis en haut et en bas, je vais les mettre en... mettez les, enfin, ok. On peut monter les indices en haut et en bas comme on veut, avec la métrique. Quelque chose qui serait, en fait, qui serait ça. Alors simplement, il y a un problème avec ça. Je crois que je l'avais déjà mentionné. Donc, c'est assez naturel de se dire que voilà la généralisation de l'équation, enfin de la gravitation newtonienne, en se plaçant dans un cadre relativiste où il n'y a pas une direction temps particulière, mais donc on ne peut pas faire une équation entre une composante particulière, mais c'est une équation entre objets géométriques, entre vecteurs si c'est des vecteurs, entre tenseurs si c'est des tenseurs, mais des choses qui sont définies indépendamment du référentiel, indépendamment du système de coordonnées. Et donc, Einstein cherche une loi de ce type-là, enfin postule cette loi-là comme étant la loi qui gouverne, la loi dynamique qui gouverne l'évolution de la métrique dans l'espace et dans le temps, puisqu'ici, donc, comme je disais, on a les dérivées première et seconde du champ gravitationnel proprement dit, en fait, qui serait la métrique, ou en tout cas certaines composantes de la métrique, justement via la courbure capturant les degrés de liberté associés au champ gravitationnel. On a tout naturellement un tenseur de rang 2 formé à partir de la courbure, hein, parce que je vous rappelle que la courbure, c'est la courbure de Riemann, pleine et entière, c'est un tenseur de rang 4, mais vous pouvez former à partir de ça un tenseur de rang 2 en contractant deux indices particuliers, enfin le premier et le troisième. Vous pouvez en contracter d'autres, mais vous allez obtenir moins le premier, etc. Donc, tout ça est le même objet. Et ça, c'est le tenseur de Ricci, RJL. Donc on a cet objet, donc il est assez naturel de postuler quelque chose comme ça, et de se dire que c'est ça la généralisation
abstraite dans l'espace-temps, indépendamment du système de coordonnées, de l'équation de la dynamique gravitationnelle. Alors, il y a un problème, donc, comme je disais, que j'avais signalé, c'est que le tenseur énergie-impulsion est conservé au sens, il y a une conservation de l'énergie et de l'impulsion qui peut s'écrire comme ceci. La dérivée de t mu nu de ce tenseur énergie-impulsion est nulle. Alors, il faut entendre par là ça. Hein, prenez la dérivée covariante de t et vous prenez ses composantes. Donc là, il y a une divergence. Hein, ça équivaut au d-rho sur dt plus div de j égale 0, hein, l'équation de conservation locale. Hein. Donc là, vous reconnaissez exactement ça. Hein. Ça, c'est écrit sur le tenseur d'accord, le quadrivecteur densité de courant, ρ, j, celui dont je parlais avant, hein, où ρ est la composante temporelle. Je vois que ça flotte un peu. Je ne sais pas si je vais trop vite ou trop lentement. Ça, vous avez vu toutes ces choses-là, non? Oui, d'accord. Donc, j'hésite entre faire comme si c'était évident ou aller trop... Je ne sais pas si je ne vais pas trop vite. Bon, OK. Donc, tout ça est clair. Voilà. Donc, l'énergie, le tenseur énergie-impulsion qui était identifié préalablement se conserve en ce sens-là. Enfin, sa dérivée covariante est nulle. Tandis que si vous faites pareil pour R mu nu, je les ai remis en haut les indices, excusez-moi, ça, c'est pas 0 en général. Il suffit de l'écrire et de voir qu'en général, c'est pas 0. Ça peut être 0, évidemment. Si la courbure est nulle partout, dans l'espace de Minkowski, oui, c'est 0. Mais en général, c'est pas 0. Oui. Le problème, c'est sur le nu. On a deux nus qui vont partir avec les indices, mais le nu, quand on écrit delta mu t, le mu nu égale 0, il n'y a pas un nu, enfin, je ne comprends pas où est-ce qu'il passe. Bah, si vous voulez, ça donne le vecteur nul. Oui. Oui, oui. C'est ça. Si vous voulez. Ça donne le vecteur nul. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc ça, c'est pas 0. Donc ça, c'est un problème. Et ça a pris beaucoup de temps à Einstein pour trouver la bonne modification de ce tenseur. Donc, vous comprenez, l'esprit, c'est toujours le même. C'est que les sources du champ gravitationnel, ça ne peut pas juste être la densité de masse, parce que la densité de masse, d'abord, la masse, c'est juste un élément de l'énergie, mais donc un élément de l'énergie-impulsion. Déjà, ça doit être une densité d'énergie-impulsion. Et par ailleurs, la densité, ça dépend du référentiel. Donc, en fait, il faut prendre l'ensemble du quadrivecteur densité courant, ρj. Mais n'empêche, donc OK, c'est le tenseur énergie-impulsion. Donc, l'idée, c'est que le tenseur énergie-impulsion est la source du champ gravitationnel qui se traduit géométriquement par la forme de l'espace. La forme donnée par une métrique. Et les équations d'Einstein disent, de même que les équations de Maxwell disent comment les variations du champ électromagnétique sont reliées aux sources que sont la charge et le courant, charge électrique et courant électrique. De même, les équations de la gravitation doivent relier les variations de la métrique, qui fait office qui engendre les effets gravitationnels. Les équations de la gravitation doivent relier les variations de la métrique aux sources. Donc, les variations de la métrique au tenseur énergie-impulsion. Et les variations de la métrique sont présentes justement dans ce tenseur de courbure. Donc, c'est vraiment une réflexion physique sur le fait que la gravitation est encodée dans la courbure de l'espace-temps.
Et il n'y a pas 36 façons de faire un tenseur de rang 2. Il y a celle-là. Mais il y a aussi la gravitation, la métrique elle-même qui est de rang 2. Donc en fait, on pourrait rajouter ici quelque chose qui dépend de la métrique. Et on pourrait se débrouiller pour qu'on rajoute un terme ici qui dépend de la métrique, dont la divergence soit nulle. Auquel cas, on se dit que là, on a quand même touché quelque chose de pas mal. Alors, Einstein a suivi cette voie, je ne sais pas exactement de quelle façon. Il a fini par obtenir l'expression suivante, R mu nu moins 1,5 de R, contraction du tenseur de Ricci, donc courbure de Ricci, G mu nu. Donc ça, c'est le tenseur d'Einstein. Il a fini par obtenir cet objet-là, dont la divergence est bien nulle, et c'est ça, en fait, qui est égal. Alors, le moins 1,5 fait que, en fait, ça passe à 8, voilà, bref, pardon, je les mets en bas, si je suis en bas à gauche, je vais être en bas à droite. Voilà les équations d'Einstein. Mais, alors, il est intéressant, historiquement, si on veut, mais pour la portée physique de la chose, il est intéressant de savoir qu'en réalité, ces équations-là ont été écrites d'abord, quelques mois après, par Hilbert, l'immense mathématicien David Hilbert, qui, lui, a suivi une voie différente. Il s'est dit, enfin, on lui a dit, il faut quelque chose comme ça, à droite, il y a une divergence nulle, le problème, c'est qu'à gauche, il n'y a pas une divergence nulle. Et lui, qui était un immense spécialiste du principe variationnel, s'est dit, mais en fait, on a une divergence nulle ici parce qu'on vient d'un principe de moindre action. En fait, on va voir après comment tirer formellement le tenseur énergie-impulsion du principe de moindre action, d'un principe de moindre action. Et il se dit, mais en fait, on aurait quelque chose ici à divergence nulle si on dérive ce tenseur-là, en fait, d'un principe de moindre action. C'est-à-dire, si on écrit la dynamique gravitationnelle dans un cadre hamiltonien, si vous voulez, on sait en physique que la dynamique de la matière, des particules, ou même des champs matériels, est donnée par delta S égale 0, où S est l'intégrale d'un Lagrangien. Alors, pour une particule qui suit une certaine ligne d'univers, quelle est la trajectoire suivie? Eh bien, vous avez une fonctionnelle de la trajectoire en question, donc de la courbe dans l'espace-temps, qui va de lambda égale A à lambda égale B, d'un certain Lagrangien qui dépend a priori de par où on passe et des dérivés des lambda. Et en écrivant que l'action, définie comme ça, est stationnaire par rapport aux petites variations de gamma, ça nous donne, via les équations de l'aire Lagrange, enfin, ça nous donne les équations de l'aire Lagrange, plus exactement, qui définissent la dynamique de la particule et qui donc, c'est-à-dire qui disent quelle est la courbe gamma qui est effectivement empruntée, la trajectoire d'espace-temps qui est empruntée par la particule. Ça, c'est la dynamique de la matière. Et donc, avec ici le Lagrangien qui va bien. Alors, pour une particule libre de masse m, donc exemple, particule libre de masse m, on l'a déjà vu. Pour une particule libre de masse m, la trajectoire suivie, c'est la géodésique.
c'est celle qui extrémise la longueur. Donc vous pouvez prendre comme Lagrangien, c'est-à-dire vous pouvez écrire S de gamma égale somme sur la trajectoire, allez, à nouveau lambda égale A, lambda égale B, de racine de G de V gamma, gamma de lambda, V gamma, gamma de lambda. Alors il faut mettre moins parce qu'avec notre convention, hein, ça c'est négatif pour nous, des lambda. Voilà. Et alors, pour en faire une action, en fait, voilà, et pour l'associer à d'autres, vous pouvez mettre les facteurs qui vont bien. Plus MC, en fait, ou moins plus MC. Bref, vous avez ça. Vous voyez que cette action, si vous dites que... le principe de moindre action, c'est exactement celui qu'on a déjà utilisé pour déterminer l'équation de la géodésique. Donc, cette action-là dicte que la trajectoire d'une particule libre dans l'espace-temps, c'est une géodésique. Oui? Oui, alors est-ce qu'il y a une méthode générale pour trouver le bon Lagrangien? La seule méthode, disons, c'est le boulot du physicien, ça. C'est-à-dire, Hamilton nous a donné le principe, et maintenant, effectivement, la dynamique de la matière, que ce soit de la matière ponctuelle ou des champs matériels, etc., est entièrement codée là-dedans. Et est-ce qu'il y a une méthode? La meilleure méthode, c'est de regarder le monde et de trouver le Lagrangien. Ok, ça correspond. Mais on peut faire un peu mieux que ça, c'est de regarder les symétries du monde et d'imposer les symétries au Lagrangien. Et là, et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas tant de choix que ça. Déjà, on veut quelque chose qui ne dépende pas du référentiel. On veut, ça doit être un scalaire par ailleurs, cette chose-là. Donc il faut fabriquer un scalaire. Alors comment fabriquer un scalaire? Soit on a un scalaire au départ, soit on a un vecteur. Mais à ce moment-là, il faut le contracter avec une forme linéaire. C'est-à-dire, il faut, si on a quelque chose, par exemple, si vous mettez, ça c'est une particule libre. Si vous voulez mettre une particule, maintenant, qui interagit avec un champ, enfin, j'allais dire déjà avec un champ électromagnétique, mais vous voulez quelque chose, s'il y a un potentiel, si vous mettez un potentiel, vous allez ajouter un terme ici qui dépend de la position. S'il y a un potentiel au sens qui fournit une force, avec un gradient qui fournit une force. Vous allez ajouter quelque chose qui dépend de la position. F de x, je ne sais pas. D'accord? Mais, vous voyez que vous avez ici, ceci est invariant par reparamétrisation. Hein, c'est-à-dire, on l'avait vu, en fait, peu importe... Enfin, oui. Si je change le paramètre, je vais multiplier, par exemple, je passe de lambda à k fois lambda, je vais multiplier ça par k, mais la vitesse va être divisée par k. Enfin, c'est l'inverse d'ailleurs, la vitesse va être multipliée par k, et dans le changement de variable, si je passe de lambda à lambda prime, je vais avoir un 1 sur k. Ici, je vais avoir k au carré, mais à la racine, et donc, en fait, c'est invariant par reparamétrisation. Si je mets quelque chose ici qui dépend du point où je me trouve, en fait, je vais avoir un problème avec la reparamétrisation. Je vais devoir mettre quelque chose qui va dépendre du x point, ou du gamma point, si vous voulez, pour que, si je fais la modification ici, j'ai la modification inverse ici, exactement comme je l'ai là. Ça c'est des x point mu, si vous voulez. Hein. C'est g mu nu, x point nu dans une carte, ça. X point mu, x point nu. Hein, d'accord? Dans une carte. Mais si vous changez la paramétrisation, vous allez avoir un facteur ici, le même là, mais dans la racine, il va y être qu'une fois, et ça va annihiler celui-là, et c'est bien invariant par reparamétrisation. Et du coup, vous avez besoin de mettre la vitesse là. Mais si vous mettez la vitesse, vous avez un vecteur là, mais vous voulez un scalaire. Donc en fait, vous êtes obligé ici de mettre un covecteur. Et ça, ce terme-là, bah, c'est le terme de couplage de votre particule qui suit la trajectoire gamma,
avec un covecteur qui est présent, vous n'avez pas tellement le choix. Alors vous pouvez mettre un Q là, pour dire que ça va donner l'intensité du couplage avec le champ, et vous reconnaissez ici l'action de Maxwell. D'accord? Et si vous faites la variation, donc là maintenant, vous avez une action qui dépend de gamma, de la trajectoire de la particule et du champ extérieur, à mu. Et si vous faites une variation de S par rapport à gamma, donc par rapport à delta gamma, ça va vous donner la partie, enfin, parce que ici aussi, ça va vous donner l'équation de Maxwell, ça va vous donner la force de Maxwell. Ah non, pardon, excusez-moi, je vais un cran trop vite. Ici, le champ est spectateur. Je mets un point-virgule ici. C'est un champ extérieur. Je ne regarde pas sa dynamique. Après, je peux regarder l'action de Maxwell-Boltzmann. Pardon, j'ai dit c'est l'action de Maxwell. Non, non. Ceci est le couplage et l'action du couplage entre la particule et le champ de Maxwell. Le champ de Maxwell, donc le champ électromagnétique, il est supposé donner là. C'est-à-dire c'est une particule test qui n'agit pas sur le champ. Et si vous faites la variation maintenant sur gamma, vous allez obtenir, cette partie-là va vous donner l'équation géodésique. Ça vous donnerait V0, ça vous donnerait 0 si vous n'aviez pas ça. Mais en fait, ce que ça va vous donner ici, ça va vous donner égale la force de Lorentz. Il faudrait le faire en détail. C'est pas très long, mais c'est plus long que ce qu'on a de temps. Mais vous allez obtenir ça. Donc vous voyez qu'en fait, vous disiez, mais comment on fait pour trouver... Là, c'est trop facile, on savait déjà qu'on devait trouver la géodésique. Oui, mais en fait, vous n'avez pas tant de choix que ça. Disons, la forme du Lagrangien est contrainte par les symétries que vous avez dans le problème. Bon, je referme cette parenthèse qui était une réponse à votre question. Le point clé, c'est que Hilbert, je ne sais pas quelle heure il est, il ne faut pas qu'on déborde trop. Ah non, ça va, on a encore un petit peu de temps. Hilbert dit, très bien, ben, je vais chercher l'action qui correspond à la dynamique de la métrique. Donc, il s'est dit, j'ai besoin d'une... Donc, je veux sortir ça, là. Je veux le sortir d'un principe de moindre action avec une action dont la variable n'est plus la courbe ici, donc pas une variation par rapport à la courbe, mais est la métrique elle-même. C'est une action dynamique. Les variables, la variable dynamique, les variables dynamiques, ce sont les composantes de la métrique. Donc c'est une action qui dépend de la métrique. Et il écrit cette action. Alors, c'est là où il me manque un ingrédient, mais je vais prendre le quart d'heure qui reste pour vous le donner. Alors, la différence, c'est que maintenant, on n'intègre pas juste le long d'une trajectoire, la ligne d'univers de la particule, pour trouver la dynamique de la particule. On veut la dynamique de l'espace-temps. On va intégrer sur tout l'espace-temps. D4x, si vous voulez, ou dx0, dx1, dx2, dx1. Et justement, il y a un problème avec l'intégration. On va intégrer sur la variété une grandeur qui doit être le Lagrangien, en fait la densité de Lagrangien, puisque là maintenant on s'est mis par... Enfin, on intègre sur tout le volume, pas juste dans la direction ici du temps propre de la particule ou du paramètre le long de la trajectoire, mais on intègre sur tout l'espace-temps, puisque c'est la métrique elle-même, le champ de métrique qui est concerné. Et il nous faut ici un scalaire. Mais qu'est-ce qu'on a comme scalaire ? Quel scalaire on peut former à partir des dérivés de la métrique, à partir de la métrique? Alors, il y aurait, on pourrait faire G mu nu, ok, ça donne les dimensions de l'espace, ça ne fait pas grand-chose,
Et sinon, qui est lié à la courbure et donc qui est lié aux effets gravitationnels qu'on cherche justement à tirer. Bah, R, Ricci, c'est tout. C'est tout. Et ça, c'est l'action de Einstein-Hilbert ou Hilbert-Einstein, comme on veut. Hilbert-Einstein. Alors, il y a juste un truc, c'est qu'en fait, il faut faire ça devant. Et c'est ça que je vais devoir vous expliquer maintenant. C'est simplement lié au fait que on intègre une densité de Lagrangien. Et en fait, plus exactement, enfin, c'est ça, et le fait qu'on intègre sur une variété. Et la question, c'est comment intègre-t-on sur une variété? Et donc, il me reste un quart d'heure, je vais vous montrer comment on intègre sur une variété. Parce que, enfin, je vais vous poser le problème et on va voir. Bref, Hilbert se dit, bah, prenons le plus simple pour faire un scalaire à partir des éléments qu'on veut, c'est-à-dire la métrique et ses dérivés, c'est-à-dire ce qui définit la courbure, puisque c'est bien de ça dont on parle. Quelque part, au niveau physique, Einstein a fait tout le boulot. C'est Einstein qui a compris que la gravitation était liée, pouvait être vue comme un effet géométrique de l'espace-temps, lié à la courbure, etc., lié donc à la métrique et à la façon dont elle évolue dans le temps et dans l'espace. Donc, très bien. Simplement, Hilbert est arrivé et il a dit « Ah bah très bien, moi je sais faire un truc. Je sais faire un truc qui sera de divergence nulle à partir de ces grandeurs-là, et en prenant le principe d'Hamilton, le principe d'action extrémale, il prend le choix le plus simple, et quand on fait la variation de ça par rapport à delta G, qu'on fait une petite variation de la métrique, alors la métrique étant elle-même, alors si on varie par rapport, bon, par exemple à la métrique inverse delta mu nu, ça va donner un objet qui va avoir les deux indices en bas. Si on va varier en bas, on obtient G mu nu avec les indices en haut, peu importe, on fait l'un ou l'autre, ça marche tout aussi bien, enfin, c'est même équivalent. Et qu'est-ce qu'on obtient quand on fait ça? Quand on dit que ça doit être égal, que delta S doit être égal à 0, quel que soit le delta G mu nu, justement, eh bien, on obtient ce truc-là. Je l'ai effacé? Ah ouais, je l'ai effacé. Ben, on obtient G mu nu égale R mu nu moins 1,5 de R G mu nu. On obtient le tenseur d'Einstein. Donc Hilbert a grillé sur le fil à Einstein en sortant cette équation-là, en fait, avant Einstein, qu'il a obtenue par ailleurs, comme je vous disais, un petit peu en tâtonnant peut-être. À partir de cette idée-là, il a bien vu comme... Enfin, il a fini par voir que ça ne le faisait pas. Mais Hilbert... enfin, les gens ont identifié qu'il y avait le problème de divergence ici. Einstein disait, ouais, mais c'est pas grave, peut-être qu'en fait, l'espace-temps, il est... Justement, il n'autorise que des tenseurs de Ricci dont la divergence est nulle, parce que certains ont une divergence nulle, mais en fait, enfin, non, ça ne tenait pas la route. Et la bonne réponse, il a fini par la trouver aussi, mais la bonne réponse sort tout naturellement d'un principe de moindre action, ce qui fait une unité complète avec toute la physique, où on voit qu'en fait, la métrique est un objet dynamique de l'espace-temps, au même titre que n'importe quel autre champ, le champ électromagnétique, ou n'importe quel champ matériel qu'on peut être amené à découvrir à l'avenir. Alors évidemment, maintenant, on est dans un cadre quantique, donc ça complique l'affaire, mais voilà, n'importe quelle matière. Donc l'idée, c'est que vous avez l'action complète de la physique, c'est l'intégrale sur la variété de un Lagrangien de la gravitation, c'est-à-dire un Lagrangien de la métrique, quoi, qui dépend de la métrique, plus le Lagrangien de la matière, qui elle-même peut avoir, qui dépend de tous les champs matériels qu'on peut imaginer, le potentiel électromagnétique, mais éventuellement d'autres choses, des particules ponctuelles si on veut, tout ce que vous voulez, et qui dépend aussi de la métrique au passage. Et donc quand on fait maintenant la variation complète
de cette action, la variation complète de cette action en disant delta S égale 0 lorsqu'on varie tous ces éléments dynamiques-là. Et donc, vraiment, le point clé, c'est que la métrique est un de ces éléments dynamiques, c'est un champ de la réalité physique. Ce n'est pas quelque chose qui est donné, qui définit la géométrie de l'espace-temps, et puis dedans, il y a des champs matériels. Non, la métrique est un champ dynamique de la réalité physique qui a sa propre action, l'action de Einstein-Hilbert, ou Hilbert-Einstein. Et donc, voilà, elle a sa propre action. En écrivant maintenant le principe de moindre action sur l'ensemble, on obtient donc la variation par rapport à G va donner le tenseur Einstein-Hilbert, enfin le tenseur d'Einstein, pardon, l'action d'Einstein-Hilbert, le tenseur d'Einstein, et cette partie-là va donner justement le T mu nu, c'est-à-dire le tenseur varié par rapport à delta G mu nu, ce truc-là, ça donne G mu nu, varié par rapport à delta G mu nu, la partie matière, eh bien, ça donne justement T mu nu. En bas, si j'ai varié par le truc en haut, ça donne T mu nu. D'où l'équation d'Einstein qui est ça égale T mu nu. Alors, j'ai pas mis tous les facteurs qui étaient dedans. En fait, si on met les facteurs, là, il y a 1 sur 16 pi g. Et c'est peut-être bien du C cube sur 16 pi g en réalité. D'accord. Question de dimensionnalité. Alors, pourquoi le CSP et pourquoi... En fait, on pourrait absorber le CSP dans le G. Tout ça, c'est pour garder la valeur de Newton, le G de Newton qui avait été établi. De telle sorte que, en champ faible, à grande distance, etc., la force électromagnétique, la force gravitationnelle revienne à ça, avec ce G-là. Donc, pour avoir ce G-là, il faut mettre le CSP là. Bon, peu importe. Voilà. Donc, et donc, voilà, on obtient, et à ce moment-là, on obtient 8 pi g T mu nu. Donc, les équations d'Einstein, parce qu'il y en a plusieurs hein, pour chaque composante ici, en fait, c'est des tenseurs symétriques, donc il n'y a que 10 composantes, parce qu'après, par symétrie, on a les autres, il n'y a que 10 composantes là, mais il y a des identités de Bianchi par ailleurs qui se rajoutent, il n'y a que 6 équations indépendantes là-dedans. On y reviendra une autre fois, c'est pas le cœur du problème. Voilà donc les équations d'Einstein, les équations d'Einstein. G mu nu, défini comme ça, est égal à 8 pi g T mu nu. Je crains de ne pas avoir... Ah si, peut-être je vais avoir le temps quand même. Juste, je rajoute une chose. L'expression la plus simple, donc, pour faire un scalaire à partir de la métrique et des grandeurs... des dérivés de la métrique, c'est donc ça. Mais on pourrait aussi rajouter juste une constante. Why not? Ça marcherait encore. Pourquoi pas rajouter un terme constant? Il faut un scalaire. Très bien, je rajoute. Alors, je vais rajouter moins 2 lambda. Why not? Ça conduit à G mu nu moins lambda G mu nu égale 8 pi G T mu nu. Pardon, je les ai mis en haut, là, ils sont en bas. On peut les monter ou les descendre avec la métrique, donc ça n'a pas d'importance. Il faut juste être cohérent, bien sûr. Je vérifie mon signe. Je vérifie le signe. Où est le signe? Moi déjà. Oui, c'est ça. Non, non, c'est plus. Voilà, c'est ça. OK. Voilà. Bon. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la constante cosmologique. Comme vous le savez sans doute. Einstein
l'avait d'abord pas mise, Hilbert non plus, hein. Et puis, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de solution stationnaire si on applique ça à l'ensemble de l'univers. Ça le gênait, il a rajouté ce terme-là. Après, Hubble a découvert l'expansion de l'univers. On s'est dit, ah mince, en fait, ça tombe bien qu'il n'y ait pas de solution stationnaire puisque l'univers n'est pas stationnaire. Donc on l'a retiré. Et puis finalement, maintenant, on observe que les galaxies s'éloignent à un rythme accéléré. On s'aperçoit que l'univers est en expansion accélérée. Et finalement, on l'a remis parce qu'il semble bien qu'en fait, il y en ait un. Vous voyez que le statut de cette constante cosmologique n'est pas tout à fait clair. Ce qui est normal... Enfin, non, pardon, je retire ce normal. Il n'y a rien de normal. C'est ce que c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'action d'Einstein-Hilbert, Hilbert a été guidé par l'idée que, oui, il faut un scalaire formé à partir de la métrique. Il n'y a pas tellement le choix. Donc, l'hypothèse de simplicité, enfin, l'argument de simplicité qui vaut ce qu'il vaut, mais... on prend juste la courbure scalaire et effectivement, quand on utilise cette action, on obtient des équations qui donnent une gravitation qui colle parfaitement à ce qu'on observe. On verra les conséquences. Mais il faut reconnaître que, après tout, pourquoi ne pas ajouter un nombre constant ici? Why not? Je veux dire, rien ne l'interdit. Ça respecte toutes les mêmes symétries, parce qu'on ne peut pas faire plus symétrique qu'un truc constant. Donc, après tout, l'action associée à la métrique pourrait très bien avoir un terme constant, et il semble bien que ce soit le cas en effet. Alors, vous avez sans doute entendu parler d'énergie noire et de toutes ces choses-là, et du fait que la valeur qu'on semble mesurer par les mesures cosmologiques de ce nombre-là est surprenante pour certains physiciens qui considèrent que cette constante-là, qu'on appelle constante cosmologique, cette constante-là, ils considèrent qu'en fait, elle doit être associée à un champ de matière, c'est-à-dire que rien n'empêche de réécrire cette équation, l'équation d'Einstein, ou les équations d'Einstein à droite. Je garde le rouge parce qu'on voit mieux. Donc, G mu nu plus lambda G mu nu égale 8 pi G T mu nu. Rien n'empêche de la réécrire. G mu nu égale 8 pi G T mu nu moins lambda G mu nu. Certes, je peux même le mettre en facteur et diviser là par 8 pi G. Certes. Et donc, je peux appeler ça T' mu nu. Et donc, je peux dire qu'en fait, si, Hilbert avait raison dans sa première version, il n'y a pas besoin de ce terme-là. L'action associée à la variable dynamique métrique, c'est bien ça. Simplement, dans le Lagrangien matériel, il y a, en plus des champs qu'on pense qui existent, il y a un autre champ qui existe qui donne un tenseur énergie-impulsion qui vaut ça. Vous voyez que ça, si on le met comme ça du côté droite de l'équation, c'est juste un terme au sein du tenseur énergie-impulsion. Donc les gens se disent, mais en fait, il y a peut-être un champ matériel qu'on ne connaît pas qui a précisément ce tenseur énergie-impulsion. Alors quand on regarde ce tenseur énergie-impulsion, on voit que c'est quelque chose qui est présent partout. C'est une constante qui dépend de rien. Et donc les gens disent, ben oui, en fait, c'est l'énergie du vide. C'est l'énergie... alors, c'est un champ qui est là, présent uniformément partout. Et donc,
on peut essayer de le relier à l'énergie du vide. Quand on a fait de la physique quantique, on se dit oui, l'énergie de point zéro, en fait, il y a tout dans un oscillateur harmonique, il y a toujours une énergie résiduelle, puisqu'on ne peut pas localiser à la fois la particule et sa vitesse, etc. Et donc, on peut essayer d'interpréter ce terme-là comme effectivement l'énergie associée aux fluctuations quantiques du vide, aux fluctuations des champs qu'on connaît. Donc, on n'a pas besoin forcément de rajouter un nouveau champ, mais juste de se dire que les fluctuations du vide quantique sont associées à une certaine énergie qui serait du coup identique partout, qui caractériserait le vide de la théorie quantique, et qui du coup se manifesterait comme un terme comme ça. Alors, sauf que quand on essaye d'évaluer avec des arguments, mettant des coupures comme il faut, vous savez qu'il y a beaucoup de divergences qui apparaissent en physique quantique quand on commence à faire ce genre de choses. Quand on essaye d'évaluer avec des arguments plus ou moins corrects, plus ou moins, disons, corrects, sûrement pas, mais plus ou moins plausibles, disons, et qu'on estime la valeur de cette grandeur, et on obtient un certain nombre, une certaine échelle, et quand on la compare à ce qu'on observe quand on fait de la gravitation, on voit qu'il y a juste une petite erreur d'un facteur 120 à peu près. Pardon, d'un facteur 10 puissance 120, excusez-moi, 10 puissance 120. Donc c'est la pire prédiction de toute l'histoire de la physique. Il y a une petite erreur de 10 puissance 120. Donc, alors c'est un problème, mais... Oui, allez-y. Moi, c'est une question plus générale. Ouais. Pourquoi ils semblent assez persuadés, les physiciens qui cherchent ça, que quand on parle de l'énergie du vide en quantique, c'est bien la même chose qu'en relativité générale? Est-ce que c'est pas juste deux trucs totalement différents et on est en train d'essayer de comparer les choses? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le truc, c'est que... en physique quantique, on a quand même... Enfin, disons... Ça a un sens de se poser la question de l'énergie du vide. On sait que, vous connaissez l'effet Casimir, avec les deux plaques là, qui peuvent s'attirer du fait que le vide à l'intérieur, alors c'est une façon de l'interpréter, le vide à l'intérieur n'est pas le même qu'à l'extérieur parce que tous les modes peuvent pas exister dedans. Certains modes, les modes qui existent à l'intérieur de ces deux plaques métalliques doivent s'annuler sur les plaques, les modes de champ électromagnétique, tandis qu'à l'extérieur, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, etc. Et donc, il y a plus de modes à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est vraiment avec les mains, c'est pas... Mais, et du coup, il y a une pression de l'extérieur et il y a une force qui se manifeste et qui s'attire, et c'est présenté comme effectivement une manifestation de l'énergie du vide. Alors, c'est vraiment très avec les mains, mais le fait est qu'on peut faire le calcul explicitement, qu'on en déduit la valeur d'une force qui agit attractive sur les plaques, et quand on fait l'expérience, on trouve ça. Donc ce n'est pas complètement délirant de se poser la question de l'énergie de point zéro, de l'énergie du vide. Et donc il est naturel de se dire, ok, je connais les champs quantiques, je regarde ce que j'attends a priori comme énergie du vide, et si c'est le cas, c'est-à-dire si c'est pertinent de raisonner comme ça, alors oui, ça doit faire partie du tenseur énergie-impulsion, donc ça doit être présent là quelque part. Et donc, c'est naturel que ce soit là. Et alors là, et ça aurait une forme où justement ce serait une constante. Du coup, on se dit, il y a un terme de constante que, après qu'on le mette là ou là, ça ne change rien. Donc, le fait est que la physique quantique apporte un terme de ce type-là. Elle l'apporte ici, mais enfin, peu importe. Elle apporte un terme de ce type-là. Alors, le fait que le terme qu'on peut intuiter soit tellement gigantesquement supérieur à ce qu'on observe, nous fait dire que il doit y avoir une symétrie quelque part qui fait, ou bien c'est pas pertinent de raisonner comme ça, ou il y a une symétrie quelque part qui fait qu'en fait, ce terme qui vient de l'énergie du vide, il est nul. Après se pose quand même la question, est-ce que par ailleurs, il existe simplement dans l'action, effectivement, une constante ici qui vaut ce qu'elle vaut et qui fait partie de la structure de l'espace-temps.
auquel cas, je suis d'accord avec vous, ça n'a strictement rien à voir. Et donc, je pense personnellement qu'il est très hasardeux de vouloir interpréter la constante cosmologique qui semble être détectée dans les observations cosmologiques. Il est très hasardeux de vouloir interpréter ça comme étant lié à une énergie des champs quantiques résiduels, etc. Peut-être, mais la façon dont la constante cosmologique intervient dans la relativité générale, dans la théorie de la relativité générale, n'a rien à voir avec la physique quantique du tout, et n'a rien à voir avec les champs de la matière. C'est juste un terme qui, effectivement, pourrait très bien être là. Eh bien, si l'observation nous dit qu'il est là, ben, il est là. Et après, quelle est sa valeur? Bah, il a la valeur qu'il a. C'est pareil, quelle est la valeur de la vitesse de la lumière? Bah, on mesure et on voit que c'est tant. Et là, c'est pareil. A priori, il y a une constante, il n'y a aucune raison de virer ce terme-là, puisque c'est un bon scalaire. Enfin, why not? Ça pourrait être là. Et combien ça vaut? Ben, on fait la mesure et on trouve tant. Bon, bah voilà. Et donc, le problème de dire « Ah, mais cette valeur, elle n'a rien à voir avec la valeur qu'on attendrait en champ quantique. » Oui, mais d'accord, mais exactement comme vous le disiez, justement, ça n'a rien à voir. On a peut-être un problème de comprendre pourquoi ce chiffre-là n'intervient pas aussi là, qui ferait ici un chiffre gigantesque qui tuerait complètement celui qui est là d'origine gravitationnelle. Donc ça, c'est peut-être un problème quantique, mais à mon sens, il n'y a pas de problème de la gravitation à avoir une constante cosmologique qui vaut ce qu'elle vaut. OK, ce qu'elle vaut est 10 puissance 120 fois plus petite que ce qu'on attendrait si on disait qu'en fait ça, c'est pas d'origine gravitationnelle, mais c'est des champs quantiques. Oui, d'accord, mais so what? Donc, enfin, je pense que c'était un peu ça votre remarque, c'est que oui, il y a effectivement des... Enfin, ça n'a rien à voir. La façon dont lambda, la constante cosmologique, apparaît dans la relativité générale, n'a rien à voir avec les champs matériels. Il est parfaitement possible qu'il y ait un terme ici en plus. Il est aussi possible qu'il n'y en ait pas. On ne sait pas. Au départ, Hilbert a simplement postulé l'action la plus simple, et ça donne les équations d'Einstein sans constante cosmologique. Si on observe qu'il y a une constante cosmologique, au départ, on peut se dire, oula, c'est-à-dire que l'univers est en expansion, on peut se dire, tiens, c'est bizarre, parce que c'est pas ce que prédit la relativité générale, mais on revient là et on se dit, ah oui, en fait, c'est pas ce que prédit la relativité générale, mais c'est parce qu'on a supposé cette action-là, on l'a sortie du chapeau. Après tout, on aurait pu sortir celle-là, ça n'aurait pas été tellement scandaleux non plus. Donc, oui, bah, c'est peut-être juste ça, en fait. Ouais. Alors là, vous posez le problème des conditions limites, des termes de bord, etc., qui est un terme important. Il y a beaucoup de choses associées à ça, mais y compris pour ça, hein. Ça vaut pour ça. Mais tant qu'on s'en tient... Et il y a beaucoup de recherches là-dessus. Tout n'est pas entièrement clarifié sur comment traiter ces phénomènes de bord, ces conditions limites, etc. Mais tant qu'on s'en tient aux équations du mouvement, hein, ça en fait c'est juste les équations de l'Aire-Lagrange de cette action. Hein, donc c'est vraiment les équations du mouvement. Alors les termes de bord disparaissent. Parce que le principe de moindre action dit on fixe les conditions sur les bords. Donc la valeur de l'action, effectivement, il y a des choses, il faut faire attention, mais les conditions pour lesquelles l'action est stationnaire, ça, c'est juste les équations du mouvement et ça ne dépend pas de problèmes qu'on pourrait se poser effectivement sur les bords, etc. Je ne sais pas si ça répond à peu près à votre question. Mais... Donc, alors du coup, on va peut-être quand même pas avoir le temps, donc je ferai la prochaine fois. Ce que je dois expliquer, c'est qu'est-ce que c'est que ce terme-là, pourquoi il y a ça, et la raison, je le dis en 2 mots et je montrerai comment faire, mais il n'y a pas besoin de rentrer trop dans les détails. La question, c'est comment on intègre une fonction sur une variété. Parce que donc, on a une variété comme ça, et on a une fonction qui est définie, je mets par exemple ces courbes de niveau, là, voilà, on a une certaine fonction sur la variété, et en gros, on veut, enfin pas en gros, complètement, on veut intégrer la fonction sur la variété.
ou disons sur un certain ouvert de la variété. Voilà, je veux intégrer la fonction là-dessus. Comment on va faire ça? Parce que quand on intègre une fonction réelle, dans un intervalle réel, alors en général, on note somme de f dx, f de x dx, de A à B, par exemple. Et là, on a un intervalle, on a un petit élément infinitésimal, c'est comme ça qu'on le conçoit quand on introduit quand on fait l'intégrale, que ce soit de Riemann, disons, si on fait l'intégrale de Lebesgue, vous avez dû voir ça, ceci est une mesure, etc. Vous n'avez pas vu l'intégrale de Lebesgue? Pas tous. Bon, ok. Bon, enfin, peu importe. On fait quelque chose comme ça. Mais là, on va faire quoi, là? C'est somme de f de p dp. Pour chaque point, c'est quoi le dp, là? Il n'y a pas de vecteur déjà dans la variété. Enfin, entre deux points, il n'y a pas de petit déplacement. Ça ne veut rien dire. La taille du déplacement, même déjà le long d'une courbe, et puis sur une surface, on fait un dp1, dp2. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? C'est la taille de la surface. Vous voyez bien qu'on a un sacré problème, en fait. On ne sait pas intégrer. Alors, on peut se dire, en fait, c'est simple. Comme on a fait quand on a défini la continuité, on l'a définie dans une carte, et on a défini la différenciabilité dans une carte, on va dire, très bien, on va définir l'intégration dans une carte. Ok, j'ai défini l'intégration dans une carte. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? Donc ça, on l'emmène par une carte X, donc on a une carte UX, on l'emmène dans Rn. Et en fait, la fonction qui est définie en un point, en fait, elle est définie en ses coordonnées. Donc on fait ce qu'on a toujours fait, on va faire somme sur x de u, c'est-à-dire on met u dans Rn, et là intégré dans Rn chez R, donc sur x de u, dx1, dx2, dxn, d'accord? Et quelle fonction? J'intègre la fonction au point. La fonction au point P, c'est la fonction au point x de P, en fait. Donc, en fait, je fais ça. Rond x moins 1. C'est-à-dire P, c'est x moins 1 des coordonnées de P. De x1 de P, xn de P. D'accord? Tout simplement. Donc, chaque point a ses coordonnées. Et donc, j'intègre la fonction, je mets la fonction là en quelque sorte, et j'intègre là-dessus, et sachez le faire. Très bien. Donc ça fait f1 de x1, xn. Et donc là, on est content, on a défini l'intégrale dans la carte. Je la projette dans la carte, et ça, j'ai intégré. Ça, c'est devenu... Donc ça, c'est une fonction de Rn dans la variété, mais ça, c'est une fonction de la variété dans R. Donc tout ça, c'est une fonction de Rn dans R. Et tout va bien. Je peux l'intégrer dans les limites. OK. Mais on a défini l'intégrale dans une carte. Très bien. On sait calculer ce truc-là. La question, c'est si je change de carte, est-ce que j'obtiens le même nombre? Parce que sinon, je n'ai pas du tout défini une intégrale. Parce que si chacun peut choisir sa carte et il trouve une autre valeur, ça ne va pas le faire. Oui? Pardon? Ouais. Alors, si je choisis une carte, voilà, j'intègre la fonction qui est devenue maintenant une fonction des coordonnées, je l'intègre sur tout le contour. Je l'intègre sur l'image de l'endroit sur lequel je veux l'intégrer, dans les coordonnées. D'accord? C'est pour ça que je mets ici x de u. Là, j'ai même pas besoin de métrique. Là, j'ai une fonction définie sur la variété. Est-ce que je peux l'intégrer? Et alors, je ne sais pas faire ces choses-là. Je ne peux pas faire f de p dp, ça n'a pas de sens. Mais par contre, je peux regarder comment la fonction
s'écrit dans une carte, et dans la carte, je peux l'intégrer. Sauf qu'effectivement, si maintenant, je fais un changement de variable, je passe à la carte UY, et que, donc le même U ici, au lieu de le mettre dans X, enfin par X dans Rn, je le mets par Y dans Rn. Et là, ça aura peut-être une toute autre forme dans Rn, peut-être ça fera un machin comme ça, voilà. Et je vais intégrer la fonction dans toutes ces... alors, ça reste bon, hein. Chaque point ici de l'image, donc ça c'est l'image, c'est Y de U, chaque point ici est bien présent là, et bien présent là. Donc on se dit, tout va bien. Je vais intégrer sur toutes ces coordonnées-là, ça va bien faire une intégration sur tous ces points-là, il n'y a pas de problème. De même, je vais intégrer sur toutes les coordonnées là-dedans, ça va faire une intégration sur tous les points. Oui, mais il y a un jacobien qui vient quand on fait un changement de variable. C'est-à-dire que si vous écrivez maintenant la même définition, mais dans la carte Y, cette fois, ça va être f rond y-1 de y1, yn. Vous allez prendre la fonction dans la carte Y. Et vous allez sommer sur y de u. OK, mais si vous faites le changement de variable, j'ai plus le temps de le faire en détail, peut-être on le refera tranquillement la prochaine fois, parce que c'est quand même important de le voir. Si vous faites le changement, c'est un changement de variable tout bête, pour passer de y à x, ou de x à y. C'est le changement de variable habituel qu'on a toujours fait, pour passer d'une carte à une autre. Tout va très bien. Tout ça, ces changements de cartes, c'est infini. Hein. On s'est mis dans un atlas qui donne une structure différentielle à la variété. Donc, il n'y a aucun problème. Sauf que si on écrit ça, on va trouver que ça, c'est égal à ça, fois le jacobien. Le jacobien du passage, quoi, de J A... ou B comme ça, si vous voulez. Voilà, B. La matrice jacobienne, c'est-à-dire le déterminant de la matrice des ronds XA sur des ronds des ronds XB sur des ronds YA. Valeur absolue du jacobien en l'occurrence, comme vous savez. Enfin, vous savez comment faire un changement de variable voilà, dans Rn. Vous intégrez dans Rn. Si vous changez de variable, pour trouver le même nombre, il faut mettre le déterminant. OK, mais donc on ne peut pas définir la fonction comme ça, parce que si c'est égal à ça, c'est pas égal à ça. Alors, il faudrait choisir quelle est la bonne carte. Ben, justement, non. L'idée, c'est que la carte, elles n'existent pas. C'est notre imagination. On prend la carte qu'on veut, ça ne doit pas changer. Donc, alors, là, on se dit, donc, c'est pas possible. Quelle est la solution? Eh bien, la solution, c'est d'ajouter ici un terme, là, je vais le noter oméga, qui va dépendre de la carte, dont la valeur, lors d'un changement de carte, se transforme exactement en faisant l'inverse de ça. C'est-à-dire que le changement de carte va faire apparaître ce déterminant, le jacobien standard, mais cet objet-là se transforme de façon justement inverse. Donc c'est ce qu'on appelle une forme volume et toutes ces choses-là. Oui, c'est ça les formes volume. Donc en l'occurrence, peut-être j'introduirai ça de façon un petit peu plus formelle la prochaine fois. En l'occurrence, quand on a sur une variété, quand on a une métrique, la métrique nous donne spontanément une forme volume qui permet de faire ça. Alors en fait là c'est une densité. La forme volume, c'est l'objet qu'on forme, enfin, à partir duquel on forme ça. Il faudrait être un petit peu plus précis, je court-circuite. Mais le point clé, c'est que quand on a une métrique sur la variété, ça nous donne une forme volume qui nous permet de faire cette intégration. Et le facteur qui vient, ce facteur-là, en fait,
c'est justement racine de G si on est, riemanien, racine de moins G si on est lorenzien. Racine, ce qu'on note petit g, c'est déterminant de GIJ. Voilà, je vais le dire comme ça. Voilà. Et quand j'ai écrit l'action d'Einstein-Hilbert, somme de D4x racine de moins G R, moins 2 lambda si vous voulez un terme de constante cosmologique, mais puis 1 sur 16 pi G si vous voulez. Ce G-là, en fait, ce que j'ai appelé G, j'aurais dû le dire, c'est en fait le déterminant de GIJ, qui est négatif, puisqu'on est signature moins, plus, donc je mets le moins devant, mais vous pouvez mettre la valeur absolue si vous voulez. Et donc, voilà pourquoi il y a ce terme qui apparaît, mais il est très important ce terme, parce que quand on fait la variation delta S d'Einstein-Hilbert, ou d'Hilbert-Einstein, par rapport à delta G, il intervient ici, parce que bien sûr, il y a la métrique là-dedans, il y a même ses dérivés, etc. Mais elle est aussi là, la métrique. Donc ça, c'est un point important. Quand vous faites la variation, le R, si vous voulez, c'est RAB, GAB. Quand vous faites la variation par rapport à la métrique, vous allez avoir la variation de tout ça, qui va être la variation de racine de moins G fois RAB, GAB, plus racine de moins G, donc moins le déterminant, delta de RAB, GAB, plus racine de moins G, RAB, delta de GAB. Voilà. Et quand vous faites ça, vous trifouillez tout ça, c'est un peu long comme calcul, et on obtient GAB, quoi. On obtient ce que j'ai dit. Hein, voilà. Donc, c'était, voilà, juste sachez que ce terme-là, parce que sinon, j'ai l'air de ne pas avoir intégré en fait un scalaire. J'ai rajouté ce truc-là, enfin, vous direz c'est un scalaire aussi. Mais j'ai dit que je prenais l'action la plus simple, qui était juste le tenseur de Ricci. Le scalaire de Ricci. Mais alors, c'est quoi ça? Ce truc-là, il est là parce qu'on intègre en fait une densité, parce qu'on intègre sur le volume et sur le temps. Si on a juste une particule qui suit une ligne d'univers, on intègre sur le paramètre de la ligne, par exemple le temps propre. Mais si on intègre un champ, il faut l'intégrer aussi dans l'espace. Et donc, ce n'est pas un Lagrangien qu'on a, c'est une densité spatiale de Lagrangien. Et c'est pour ça, en fait, et on intègre aussi sur le temps, donc une densité spatio-temporelle de Lagrangien, qu'on intègre. Mais pour intégrer une densité, à cause du jacobien qui intervient quand on change de carte, il faut rajouter ce terme-là, qui est la bonne façon de faire, et qui est l'unique façon de faire une fois en s'appuyant sur la métrique. Donc c'est en ce sens-là où on peut parler d'un élément de volume et dire que la métrique donne un volume aux objets. En fait, non, la métrique ne fait que des produits scalaires entre vecteurs en un point. Mais on a vu qu'à partir des vecteurs vitesse auxquels la métrique donne une taille en mètres par seconde ou en mètres par paramètre, on peut définir une longueur en intégrant la vitesse le long d'une courbe. De même, en fait, par ce biais-là, on peut donner un volume à la variété. Parce que si j'intègre la fonction 1, ça va me donner du coup son volume. Bref, je pense qu'il faut qu'on s'arrête. Alors, on se revoit quand? On se revoit pour... On a un cours ou deux encore? 2. Parfait. Donc, on se revoit... Non? Si, ouais. Alors, on se revoit, je crois que c'est dans 2 semaines. Non, dans 3 semaines? Dans 3 semaines? Il y a 2 semaines de vacances? Donc, on se revoit dans 3 semaines. Alors, on fera... Peut-être je reformaliserai ça un peu. Je sais, si, peut-être bien juste de le poser, mais je ferai rapidement. Et on fera la métrique de Schwarzschild, et on verra le redshift gravitationnel, la déflexion des rayons lumineux par les masses, et toutes ces choses-là. L'avance du périhélie de Mercure. On va s'amuser. Ok. À la semaine prochaine. Non, pas à la semaine prochaine. À dans 3 semaines.